Chers compatriotes, les élections européennes se tiendront le 9 juin 2024. Il s'agit d'un moment décisif qui risque de déterminer le cours de l'histoire si on se mobilise tous pour voter. La période que nous traversons annonce la fin du règne de l'oligarchie mondialiste sur les pays souverains. C'est un changement majeur et il est important de rappeler certains faits qui risquent, si bien assimilés, de vous faire changer d'avis sur telle ou telle personnalité politique. C'est un point crucial. Beaucoup de candidats disent travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple, ils n'ont que ces mots à la bouche. À gauche comme à droite, nous assistons à de beaux discours prétendant servir les intérêts de la nation et du peuple, mais qu'en est-il vraiment ? Il faut faire attention à ne pas se laisser avoir par la figure du libéral méprisant qui se déguise en socialiste pour récupérer des voix. Le facteur clé d'un bon vote le 9 juin repose en l'analyse concrète et détaillée de la situation politique actuelle. C'est ce que nous allons essayer de vous fournir dans cette vidéo. Analyse des partis et candidats. Toute la fausse gauche gauchiste française pousse des cris d'horreur lorsque les noms de Marion Maréchal, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Zemmour sont évoqués dans une conversation. Ils sont vus comme les fascistes, les héritiers du nazisme, la menace qui pèse sur la France. Ces paroles, qui peuvent prêter à rire au vu de leur caractère non seulement outrancier mais faux de la situation, témoignent de la pauvreté argumentative de cette pseudo-gauche actuelle, woke et postmoderniste. Qu'en est-il de Jean-Luc Mélenchon ou de Fabien Roussel, l'héritier du Parti communiste français ? Ce sont les mêmes figures, comme nous le témoigne le vote de la honte du 30 novembre 2022 pour la soumission à l'impérialisme américain. Leur point commun est leur complaisance mi-figue mi-raisin à l'Union européenne, cette union qui n'est ni l'Europe ni la France, mais le satellite artificiel des États-Unis, des néolibéraux et des mondialistes. Cette union a effectivement eu un impact significatif sur les nations depuis sa création. Depuis le traité de Lisbonne, elle a contribué à la destruction de l'économie, de la culture et des traditions de la France. Il est difficile d'imaginer une renaissance dans cette Europe soumise ou dans une utopique Europe des nations, rendue impossible par le contenu même de la constitution de l'UE. Tant les nations européennes sont différentes. Il ne peut y avoir une réforme de l'UE, structure supranationale, c'est-à-dire au-dessus des nations, ce qui implique que ces dernières ne sont plus vraiment souveraines. Ceux qui soutiennent l'UE ne travaillent pas pour la France, ils la vendent à son nouveau propriétaire. L'UE, laquelle ligote les nations qui s'incorporent dans les chaînes fournies par les États-Unis pour leur plus grand profit. Préférez-vous être propriétaire ou locataire ? La souveraineté nationale est essentielle pour préserver l'identité et l'autonomie d'un pays. Je laisse ici la parole à François Sinault qui explique mieux que nous ne saurions le faire le problème. Lian Huanche. Lian Huanche, c'est le stratagème des chaînes. Il consiste à pousser un ennemi à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui vont lui ôter toute mobilité stratégique et tactique et qui vont l'empêcher de pouvoir se défendre. Alors il y a un exemple qui est expliqué dans l'une des éditions de ces 36 stratagèmes, qui est l'exemple suivant. Nous sommes à l'époque des royaumes combattants, et donc il y a deux armées qui sont sur le Yangtze, un des grands fleuves chinois, qui doivent se battre avec des navires qui doivent se battre quelques jours après. Et dans le premier camp, le général fait venir l'un de ses conseillers, et le conseiller lui dit « Je propose que nous mettions en œuvre le stratagème des chaînes ». Le général dit « D'accord ». En quoi ça consiste ? Eh bien, ce conseiller du camp A va se déguiser en paysan et va aller voir le camp B, qui est plusieurs kilomètres en aval sur le fleuve. Il va voir le général comme si de rien n'était. Il joue les espions. Et le général le reçoit et, comme il voit ce paysan qui a l'air assez malin, il lui montre son armada et donc le paysan fait semblant d'être très impressionné. Oh là là, vraiment formidable. Et à ce moment-là, l'espion prend un air ennuyé que le général du camp B note et dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Et cet espion fait semblant d'être ennuyé en disant « Mais écoutez, tout va très bien, je vois que vous avez une armée formidable, simplement il y a un petit problème, c'est que je trouve que vos navires tanguent beaucoup sur les flots du Yangtze
Et moi, si j'avais un conseil, je serais un peu inquiet parce que je crains qu'à cause de ce roulis et de ce tangage, vos marins, vos guerriers ne soient malades pendant toute la nuit et pour livrer bataille demain, qu'ils ne soient pas en état de livrer bataille face à l'armée adverse. À ce moment-là, le général tombe dans le panneau et dit « Ah bah oui, ça je n'y avais pas pensé, mais comment pourrais-je faire ?» Et l'espion lui dit « Oh, moi j'ai une idée, mais bon, vous savez, faites-en ce que vous voulez. » Alors il attire l'attention du général en question, qui le presse en disant « Qu'est-ce que vous avez comme idée ?» Et l'espion lui dit « Ben voilà, moi je vous suggère une idée, c'est que tous les navires de votre flotte, vous les mettiez tous côte à côte et que vous les ligotiez les uns avec les autres par des chaînes. Comme ils seront tous ligotés les uns aux autres avec des chaînes, ça va faire quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc vos guerriers vont pouvoir bien dormir. Cette nuit, ils seront frais et dispos pour mener bataille demain. » Le général dit « Quelle idée extraordinaire, je fais appliquer ça tout de suite. » Et donc il décide en effet de ligoter tous les navires les uns à côté des autres par des chaînes puissantes pour stabiliser l'ensemble et que donc ces marins et ces guerriers puissent bien dormir. Et le général dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Le faux paysan dit « Non, rien du tout. Vous savez, moi, c'était simplement une idée de bon sens. » Et puis il s'en va. Et il regagne le camp numéro A dont il émanait, et il dit au général « Ça y est, le stratagème a marché. » Et que fait à ce moment-là le général ? Eh bien, il part avec son armée et il va attaquer les navires. Et comme les navires sont tous ligotés les uns aux autres, ils ont perdu toute mobilité stratégique et donc on leur envoie du feu, etc. Et ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont perdu toute mobilité et l'armée est complètement détruite. Voilà l'illustration qu'il y a dans l'une des éditions de ce stratagème d'échec. Alors, c'est un stratagème qui est étudié dans toutes les écoles de guerre. Eh bien, c'est l'illustration, c'est son application que les Américains ont appliquée à la construction européenne. L'invention de la construction européenne, c'est le stratagème des chaînes. Alors, il y a une autre façon de présenter les choses. Pour vous présenter de façon plus moderne. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. Lorsqu'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre par exemple l'entrée en couleur bleu lavande, il le fait s'il veut, quand il veut. Il suffit qu'il ait la volonté, qu'il ait l'argent pour se payer la peinture. Si maintenant, au lieu d'être propriétaire de sa maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement, dans une copropriété de 6 appartements, alors certes, il peut chez lui changer la couleur dans son appartement, mais il ne peut plus changer les volets, il ne peut plus changer la toiture, il ne peut plus changer la couleur de la cage d'escalier parce qu'il lui faut obtenir l'autorisation des 5 autres copropriétaires. Donc déjà, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Tout va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, et on va se tourner vers le syndic qui n'habite pas dans l'immeuble et qui est celui qui va trancher les conflits à l'intérieur de l'immeuble. Mais si maintenant, au lieu d'être dans une copropriété avec 6 copropriétaires, on est dans une copropriété avec 27 copropriétaires dans un immeuble, à ce moment-là, plus personne ne décide. Et donc, dans cette condition, c'est le syndic extérieur qui décide de tout. Alors, il faut voir comment ça marche pour bien comprendre. Vous avez compris que la métaphore que je présente devant vous, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain. La copropriété avec 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Et la copropriété avec 27 appartements, c'est l'Europe à 27. Pour bien comprendre comment ça marche, parce que je crois que c'est vraiment important, on est au cœur de l'explication des façons pourquoi ça ne marche pas l'Europe et pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça a été conçu par les Américains pour que ça ne puisse pas marcher. Eh bien, il suffit de prendre cet exemple d'un grand ensemble de 27 copropriétaires. Plus il y a de monde, plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Alors, si vous avez bien compris ça, à la limite, je pourrais arrêter ma conférence parce que vous avez compris le piège de la construction européenne conçue par les Américains. Parce que vous avez compris toute la géopolitique dans laquelle nous sommes englués. Enfin, selon Lord Palmerston, un ancien Premier ministre britannique, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Cela soulève la question de savoir pourquoi ces pays choisissent de partager un immeuble avec d'autres,
Et pourquoi la plupart des candidats politiques soutiennent-ils cette idée? Et qui en est vraiment responsable, ou plutôt qui est le syndic? François Asselineau, partisan du Brexit français, partage certaines de ses préoccupations. Il voit l'Union européenne comme une chaîne qui limite la souveraineté des nations européennes et sert les intérêts des États-Unis. Asselineau plaide pour une sortie de l'Union européenne, ce qui, selon lui, permettrait à la France de retrouver sa liberté et son indépendance. En résumé, De Gaulle et Asselineau partagent une vision similaire de l'Europe. Ils préconisent tous deux une Europe des nations souveraines plutôt qu'une Europe supranationale. Ils sont également préoccupés par l'influence extérieure, en particulier celle des États-Unis, sur les affaires européennes. Cependant, il est important de noter que leurs contextes historiques sont différents et que leurs solutions pour l'avenir de l'Europe peuvent varier. Il est également crucial de comprendre que le monde a beaucoup changé depuis l'époque de De Gaulle. Aujourd'hui, des pays comme la Russie et la Chine ont une influence croissante sur la scène mondiale. Par conséquent, toute discussion sur l'avenir de l'Europe doit tenir compte de ces réalités géopolitiques changeantes. De Gaulle n'avait pas les moyens de sortir de l'UE, mais la situation actuelle fait qu'Asselineau en a les moyens. De Gaulle avait prévu bien avant Asselineau que l'UE était le stratagème de la chaîne et un logement collectif au service des États-Unis. De Gaulle, en vrai patriote fier, voulait d'une France libre et indépendante, qui servirait de pont entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il voulait préparer un avenir glorieux pour la France, qui nous a malheureusement échappé. Mais en tant que patriote conséquent, nous pouvons y revenir, parce que les temps ont changé. Les USA imitent l'URSS en décadence de façon dangereuse, en nous isolant de plus en plus, diplomatiquement, politiquement et économiquement, de pays comme la Russie et la Chine, qui, rappelons-le, ont de plus en plus d'influence en Amérique latine, en Afrique et dans une bonne partie de l'Asie. Parties du monde qui nous seront fermées si nous restons dans le bloc occidental sous domination américaine. L'UE et l'URSS. L'Union européenne est souvent comparée à l'Union soviétique sans référence à une période précise. De manière plus objective, il serait plus exact de la comparer à l'URSS de Brejnev. Pourquoi? Parce que tout comme l'URSS, l'UE est une structure monolithique qui impose un certain conformisme à ses membres. Sous Brejnev, le gouvernement soviétique avait une forte influence sur les pays du pacte de Varsovie. Il imposait sa volonté, ce qui entraînait un conformisme quasi total au sein du bloc de l'Est. Cela était particulièrement visible lors de l'intervention en Tchécoslovaquie en 1968 et à travers la doctrine Brejnev. Tout écart par rapport au système soviétique était réprimé ou découragé par des menaces. Tout cela dans le but de maintenir la cohésion. De plus, à partir de 1956, avec la création du CAEM, les pays socialistes sont devenus de moins en moins indépendants sur le plan économique. De la même manière, l'UE impose des réformes économiques et politiques à ses membres. Parfois, ces réformes sont imposées pour obtenir des prêts du FMI ou pour adhérer à l'UE. Cela peut se faire à travers des révolutions de couleur comme en Géorgie, en Adjarie et en Ukraine. De plus, tout comme l'URSS à l'époque de la doctrine Brejnev, l'UE stigmatise les dirigeants dissidents, comme Viktor Orban en Hongrie ou Erdogan en Turquie. L'UE, tout comme l'URSS de Brejnev, est perçue comme une superstructure qui impose à ses membres de se conformer à sa doxa. Cette comparaison soulève des questions importantes sur l'avenir de l'Europe, parce que nous souffrons aussi de ce monolithisme. Le monolithisme occidental. En URSS finissante, le monolithisme était assez évident. Il y avait un parti unique et le Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, avait le monopole sur le pacte de Varsovie et le CAEM. Le monolithisme en Occident est plus subtil, il se cache derrière des organisations supranationales comme l'UE qui sont censées être neutres. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritable débat, ni de véritable construction idéologique en Occident. Nous avons des politiciens qui sont plus préoccupés par leur carrière et leurs opportunités que par le bien-être de leurs électeurs. Ils suivent docilement les politiques néolibérales imposées par leurs supérieurs. Qu'ils se prétendent de gauche ou de droite, les mêmes idées sont répétées encore et encore, et tout le monde suit le récit en vigueur. Les pseudo-idéologues et les pseudo-spécialistes sont contrôlés par les mêmes intérêts, et les grands médias répètent leurs paroles en boucle. Le système du bloc occidental est maintenant bien en place. Les États-Unis, avec l'OTAN, nous vendent une prétendue protection et soumettent les peuples de l'Europe à travers l'UE. En Union soviétique, pendant les années Brejnev, le marxisme-léninisme est également passé de la méthode scientifique au dogme, tout comme dans l'école occidentale, les médias et la politique. Pour monter dans la hiérarchie du parti, il suffisait de répéter les bonnes choses et de suivre la ligne. Tout le monde connaissait les vrais problèmes, mais personne n'osait les mentionner. À part quelques camarades courageux comme Andropov, ou comme Asselineau pour nous aujourd'hui, l'élite suivait sans poser de questions. En résumé, que ce soit en Union soviétique sous Brejnev
ou en Occident aujourd'hui, le monolithisme est présent. Cependant, la manière dont il se manifeste et les implications pour la société sont différentes. Cela soulève des questions importantes sur la nature du pouvoir et de l'idéologie dans notre monde moderne. L'isolationnisme occidental. Nous observons une tendance à l'isolationnisme en Occident, face à un monde de plus en plus multipolaire. Cela se manifeste par la censure de certains sujets dans les médias et l'expulsion de médias russes comme RT et Sputnik. On assiste également à la mise en place d'un pare-feu similaire à celui de la Chine pour bloquer l'accès aux sites russes, sans l'utilisation d'un VPN. Avec la guerre en Ukraine, l'explosion du gazoduc Nord Stream et les sanctions, l'Occident se retrouve de plus en plus isolé économiquement. Les sanctions sont inefficaces contre les BRICS et les autres accords commerciaux en Eurasie, en Afrique et en Amérique latine. La Russie continue de vendre son pétrole et son gaz à des prix avantageux. En Occident, la thèse du réchauffement climatique causé par l'homme gagne en popularité. Les lobbies du capitalisme vert vendent des solutions et prônent une décroissance de la consommation pour éviter le réchauffement climatique causé par l'homme. La situation économique actuelle, avec la guerre en Ukraine, offre une autre opportunité pour eux de faire accepter les mesures d'austérité qu'impliquait ce narratif. Le gaz produit en Occident, en particulier aux États-Unis, et le gaz de schiste, qui est coûteux et difficile à extraire, il est moins rentable que le pétrole de l'OPEP. De plus, avec les guerres commerciales successives contre la Chine et les sanctions, nous sommes déjà en phase de décroissance en termes de pouvoir d'achat, et notre balance des paiements est de plus en plus déficitaire. Ainsi, le récit du réchauffement climatique leur apparaît comme une excellente excuse pour masquer leurs responsabilités et limiter les dégâts que leur politique impérialiste d'empire en déclin pourrait provoquer dans la population occidentale. L'isolement, la décroissance, le monolithisme et le conformisme sont leurs dernières cartes avant une fascisation totale de l'Occident. Déjà en cours en Europe occidentale via l'Union européenne, c'est un sujet complexe qui mérite une attention et une réflexion approfondie. Solution, les 3 sorties. La sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN, Vincent Brousseau, un économiste qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne, soutient que la France devrait quitter l'euro et l'UE. Selon lui, la politique de mondialisation inévitable a mis les travailleurs français en concurrence directe avec les travailleurs de pays où les normes sont beaucoup plus basses. Cela a conduit à une réduction des acquis sociaux et des revenus des travailleurs français, ainsi qu'à une augmentation du chômage. Brousseau soutient qu'une plus grande autosuffisance et donc l'indépendance nécessite nécessairement un retrait de la construction européenne et en particulier un retrait de l'euro. Il affirme qu'il ne sera pas possible de retrouver le chemin de la prospérité et de la démocratie sans passer par là. En 2014, après le Brexit du Royaume-Uni, la Hongrie a commencé à envisager publiquement de quitter l'UE et l'OTAN. Le président du Parlement hongrois, László Kövér, a exprimé son mécontentement face à l'ingérence de Bruxelles dans la gouvernance du pays. Il a déclaré que si Bruxelles continue à dicter comment gouverner le pays, cela ressemblera à la situation avant la chute du régime en 1991. Récemment, le président chinois Xi Jinping a effectué une visite en Hongrie, où il a promis de renforcer les liens déjà forts avec le pays. Après la France et la Serbie, Xi Jinping a bouclé en Hongrie sa première tournée européenne depuis 2019. Il a vanté la politique amicale du Premier ministre Viktor Orban et l'étroite coopération économique bilatérale à rebours des différends commerciaux avec Bruxelles. Ces 4 articles démontrent que les sorties de l'euro, de l'UE et de l'OTAN peuvent être bénéfiques. Le Royaume-Uni a vu son économie s'améliorer après le Brexit. La Hongrie, un pays illibéral, anti-néolibéralisme et mondialisme, envisage également de quitter l'UE et se rapproche de la Chine, qui, rappelons-le, est un pays souverain au sein des BRICS. Ces derniers, contrairement à l'UE, vassal des États-Unis, sont une union politique et économique de pays souverains. Si des pays comme la France et la Hongrie rejoignent le club des ex-pays européens, l'UE s'effondrera comme un château de cartes et nos nations, désormais libres, pourront s'adapter à un monde multipolaire. En ce qui concerne la France, elle doit revenir à une position gaullienne, de non-alignement, pour sauver l'Europe occidentale de l'effondrement du bloc de l'Ouest et être un pont géopolitique avec les BRICS.